Et je donne maintenant la parole au professeur Émeric, qui à Singapour a succédé à Godefroy pour la chirurgie de la main, qui a fait un travail formidable, qui est un francophone francophile, puisqu'il a été résident chez Jacques Baudet à Bordeaux, chez moi à Nancy, et qui voudrait présenter son expérience de la reconstruction du membre supérieur à partir de travaux fondamentaux. Monsieur le Président, professeur Merle, professeur Masquelet, merci beaucoup. C'est un vrai privilège d'être ici. Et alors, la présentation se porte sur la reconstruction du membre supérieur. L'appareil automoteur est motorisé. Et nous verrons qu'il y a un dessin cohérent dans ce système. Et ce dessin est basé sur le compartiment neuromusculaire qui comprend muscles, nerfs et vaisseaux. Le compartiment est l'élément de construction de base du système musculaire. Et puis on va voir ça dans les 4 études à venir. Ce concept, conçu par Taylor, Kumar et d'autres auteurs, a été développé dans une publication en 2004. Et la voilà. Elle est un peu petite, mais j'aimerais bien citer Jacques Baudet. Tous ces cadavres sur lesquels est basée l'étude sont des cadavres français en provenance de Bordeaux. Et l'étude a commencé à Bordeaux avec une technique qu'on va voir de Siller. Elle a été finie à Nancy grâce à M. Merle qui est mon mentor. La technique de Siller, décrite pour la première fois en 1895 à la Société de physiologie de Berlin. Elle rend le muscle translucide et colore le nerf bleu. Et là, on voit des branches du nerf musculo-cutané. On a fait 10 cadavres, dont 195 muscles qui ont été traités par la technique de Siller. Et là, on la revoit. En premier temps, il faut des muscles frais, donc des cadavres qui sont frais, qui ont moins de 48 heures. Et elles consistent essentiellement d'une fixation en formol. Voilà, un biceps après fixation en formol. Après des bains successifs pour macération et dépigmentation du muscle, donc acide acétique par hydroxyde de potassium, peroxyde d'hydrogène, décalcification par acide acétique et glycérine, coloration par les méthoxyline de Ehrlich, et après que les nerfs qui doivent être faits ont pris cette coloration, une décoloration encore par acide acétique et bain de glycérine en concentration croissante. Et là, on voit le muscle à la fin. Donc, muscle translucide et nerf bleu. Sur les 195 muscles, il n'y avait que 150 qui étaient aptes à être analysés. En voici quelques-uns. Puis je vous demande de regarder bien la diapo. Et puis vous verrez que vous pouvez déjà voir qu'une classification est possible. Alors, notre conclusion. Les muscles du membre supérieur ont deux formes basiques. Et les compartiments des deux formes peuvent être combinés pour faire des muscles. Donc c'est modulaire, c'est comme un Lego. Alors la première forme, c'est la forme trapézoïdale. Et c'est des muscles comme l'anconeus ou le supinateur. Ils ont une forme trapézoïdale avec des fibres qui ont une orientation transversale par rapport à l'axe du membre supérieur. Deuxième forme, c'est la forme en fuseau et des fibres longitudinales, brachioradialis, flexor carpi ulnaris ici. On voit un muscle unipéné et là bipéné, deux compartiments. Il y a des muscles à combinaison. Ici, la combinaison, c'est des chefs multiples, biceps, triceps et un tendon unique. Encore des muscles à combinaison, compartiments multiples, et là, c'est des tendons multiples, puis des chefs simples ou doubles. Okay. On va voir qu'il y a une relation entre forme et fonction, et la structure des muscles constitue un site adapté à leur fonction. Alors la première place, trapézoïdale, place 1, comprend des muscles qui ont, comme je me rappelle, des fibres transversales
à l'orientation de l'axe du membre supérieur. Donc c'est des muscles de rotation. Pronateur carré, inconnu, supinateur. On a mis le pronateur rond ici, mais depuis on a changé de place, on est dans deux places, et peut-être le deltoïde. Pour les muscles extrinsèques des chaînes digitales, pouce, doigt, on voit que c'est des muscles, pardon, écoutez, pour les muscles extrinsèques des chaînes digitales, qui sont des muscles fusiformes, unipénés, ou des combinaisons de muscles unipénés. Et finalement, pour les muscles du poignet, extensor carpi ulnaris, radialis brevis, FCR et FCU, c'est des muscles bipénés, donc à deux compartiments. Et c'est parce que les muscles du poignet ont besoin il y a deux vecteurs de mouvement. Par exemple, le flexor carpi ulnaris, il faut une flexion du poignet et une déviation ulnaire. Donc c'est logique qu'il y ait deux compartiments et pour deux vecteurs de fonction. Alors, on revient à la modularité des muscles et les applications chirurgicales. Bien évidemment, les muscles à combinaison sont composés de multiples compartiments et sont donc modulaires. Cette modularité peut être exploitée pour les reconstructions où il ne reste pas assez de muscles pour des transferts tendineux conventionnels. Les muscles à deux ou plusieurs compartiments peuvent être divisés et transférés avec indépendance de fonction. On va se démontrer dans les diapos suivantes. Alors, les muscles de la classe 2B, bipénés, muscles à chef multiple, muscles à tendon multiple, sont tous aptes à des transferts divisés. Pour reprendre le concept du compartiment musculaire, unité fonctionnelle de base, voici un triceps, c'est le nerf radial. Ça, c'est le chef long du triceps, avec son nerf ici, chef moyen et chef latéral. Là, ce muscle a été isolé. Le chef long du triceps a été isolé pour un transfert antérieur, pour un amputé qui a perdu son biceps. Et là, on stimule un compartiment, le nerf d'un compartiment, celui du chef long du triceps. Publication ou application clinique, 4 transferts que nous faisons de temps en temps. FCR divisé, FCU divisé, FCU divisé libre, et le chef long du triceps. Mais je précise que ces transferts divisés ne sont pas le premier choix. Le premier choix, c'est toujours les transferts conventionnels, et s'il n'y a pas assez de muscles, on procède à des transferts divisés. Il y a quelques problèmes techniques, mais ça marche. Alors, là, je prends une image d'un transfert du FCU contralatéral. Pour un avant-bras à gauche, ça c'est le FCU prélevé sur le bras droit, et puis il a été prélevé pour un avant-bras à gauche mutilé avec perte de muscle. Le muscle est divisé en deux. Et le chef huméral, plus petit, et le chef ulnaire, plus épais, vasculaire, pellicule vasculaire. Et là, deux branches, une branche du nerf ulnaire, une branche pour le chef ulnaire, une branche pour le chef huméral. Et il a été, après son transfert, ça c'est le site récipient, le FDP a été excisé parce que, après le parage, mais il restait deux branches indépendantes. Et donc chaque branche du muscle transféré animé par un nerf différent, une branche d'un nerf différent. Et ça c'est l'animation des nerfs. Et là on va voir la destination des tendons. Le chef le plus grand pour l'extenseur des uterum communis et le chef plus petit huméral pour le extensor pollicis longus. Et là on va voir qu'il y a une indépendance de fonction. C'est fini. Après 10 mois,
en haut, contraction EMG du chef huméral, EPL, et aucune contraction du chef ulnaire, suivi du LDCO. Et là, c'est le contraire, contraction du chef ulnaire pour les doigts, et puis aucune contraction du chef huméral EPL. Je vais démontrer ça encore plus haut. Il a perdu son FPL qu'on n'a pas reconstruit. Il y a une flexion, il y a une extension du pouce et simultanément une flexion des MCPG des doigts. Alors, indépendance de fonction. Donc, pour conclure cette première partie, un compartiment, un nerf, une fonction. Alors, deuxième partie, les nerfs, les muscles à compartiments multiples ont également une innervation multiple. Le nombre de branches nerveuses est en général proportionnel au nombre de compartiments. On l'a déjà vu. Et ça, bien entendu, ça donne des possibilités pour des transferts de nerfs au lieu des transferts tendineux. Et l'application primaire, c'est que les branches vont être prélevées sur des muscles compartiments multiples, tout en minimisant la mobilité du muscle donneur qui garde sa fonction intrinsèque. Peut-être pas à 100%, mais la fonction, elle garde sa fonction intrinsèque. Alors, certains muscles ont plus d'un nerf moteur. Là, sur ce tableau, on voit qu'il y en a 10 sur 23. Les muscles à compartiment unique, unipénés, ils ont en général une branche primaire qui part du nerf, en général. Les muscles à deux compartiments, bipénés, ils ont en général plus de deux branches. Et après la branche primaire, elle se divise en deux, comme on l'a vu pour le FCU. Et les muscles à compartiments multiples, chefs multiples, ils ont plus de deux branches destinataires, 3 pour le triceps, 2 pour le biceps. Et les muscles à temps multiples, on le sait, ils ont plusieurs branches d'innervation. Donc on voit 2 pour le LDC, 4 pour le FTP et 2 pour le LDS. Mais ça, c'est des moyennes, il y a beaucoup de variations. Donc on voit encore avec le même tableau que le nombre de branches innervant un muscle peut être prédit par le nombre de compartiments dans le muscle. 2 compartiments, 2 branches, plusieurs branches. Là, on va démontrer avec le triceps. Le triceps, chef long, chef moyen, chef latéral. Une branche pour le chef moyen, une branche pour le chef latéral. 3 chefs, 3 nerfs. Comment trouver sur des principes premiers les branches donneurs ou récipients? Alors, les troncs nerveux donnent des branches primaires qui sont destinées aux muscles, et ces branches sont données en général à l'intersection des troncs nerveux avec les origines musculaires, comme les muscles fléchisseurs, pronateurs de l'avant-bras. Elles sont donc regroupées de façon logique et prévisible. Et ces regroupements sont présentés dans un schéma qui peut servir pour guider l'établissement d'un programme de reconstruction, en partant de principes premiers. Alors, l'intersection, tronc nerveux, branche primaire de l'intersection. Là, l'intersection est un peu plus loin, donc branche primaire de un peu plus loin. Il y a des regroupements donc de nerfs moteurs et des branches motrices primaires. Si les nerfs sont au même niveau, en proximité, ils peuvent servir de donneur ou de récipient. Donc pour le nerf axillaire, il y a un regroupement ici, muscle cutané, ici en vert, radial, il y a 5 regroupements. Pour le médian, il y en a 3, à 3 niveaux différents. Et pour le nerf, on n'a pas fait les muscles d'Anna dans cette étude, mais il y a un regroupement, tout le monde le sait, au coude. Et là, on revoit les regroupements, ceux du nerf radial, du nerf médian. Ça, c'est la troisième partie de ces études. L'étude, la dernière, elle se porte sur les comptes d'axone. C'est très important. Comme pour un muscle, il faut que la coupe transversale du muscle, je dis en anglais the physiological cross-sectional area, soit adéquate pour sa fonction nouvelle. Et donc, pour le muscle, il faut une certaine force de contraction.
et pour les transferts nerveux. Donc cette force vient du nombre d'axones qu'on peut insérer dans nos muscles. Il faut qu'elle soit adéquate pour sa fonction nouvelle. Donc un minimum d'axones donneurs. Et les comptes d'axones que nous avons, il y a eu du très très bon travail fait sur les comptes d'axones, mais dans la littérature, ils sont ni homogènes par méthode ni technique, et ni par leur source. Alors, on a mis au point une technique, on a fait une étude morphométrique sur 10 membres supérieurs utilisant une méthode de compter manuel. Elle est présentée ici. Cette méthode utilise un programme Java. Pour éviter de compter 12. Et pour nous, c'est absolument la référence parce que les autres méthodes sont souvent basées sur des échantillons. On sait que dans la coupe d'un nerf, il y a beaucoup d'endomurums, d'épinuriums. Ils prennent un échantillon comme un morceau de pizza et après ça, ils estiment le nombre d'axones dans tout le nerf. Donc c'est pas très efficace. Et là, on voit la technique. C'est très simple, on fait un clic sur chaque axone qu'on voit ici, et avec le programme, on évite de compter double. Quand la coupe est perpendiculaire, elle est beaucoup plus facile d'avoir des comptes précis. Nos résultats, et on les compare à ceux de Somsa, Askinon, McKinnon et d'autres, et on voit qu'on a trouvé qu'il y avait une variation dans nos comptes, mais que nos comptes étaient à peu près ce qu'il y avait dans la littérature. Et ça étant fait avec une technique sur 10 cadavres. Les résultats sont là, mais je vais faire le compte rendu des résultats. Et c'est pas visible encore, les nerfs pour les muscles du bras, j'inclus le deltoïde ici, le triceps, biceps et brachialis, avec des comptes d'axones plus élevés que les muscles de l'avant-bras. Les muscles de l'avant-bras sont tout petits. Parmi les muscles de l'avant-bras, les fléchisseurs et extenseurs du poignet ont des comptes équivalents. Et parmi les estreintes directes de chaîne digitale, les muscles les plus grands, FDS et FDP avec plus d'axones. Donc, on a fait la présentation, et ces 4 études anatomiques et morphométriques permettent d'établir des concepts qui sont utiles à la chirurgie reconstructive du membre supérieur. Merci. Merci. Je donne la parole à Charles Masquelet qui va nous faire le commentaire d'usage. Monsieur le Président, mes chers collègues, on pourrait déjà tracer une conclusion provisoire. Gloire à l'anatomie qui permet de très grandes avancées dans les applications chirurgicales. Je dois remercier le professeur Lim de m'avoir fait parvenir son exposé sous forme de PDF. C'est un travail difficile à appréhender et qui est admirable et digne d'éloge et qui, je crois, est à la pointe des avancées actuelles et qui est susceptible d'avoir de grandes applications cliniques dans le domaine de la réanimation. Je préfère le mot réanimation que le mot reconstruction aux membres de la fonction du membre supérieur. Alors, il faut savoir que le soleil se lève à l'est. C'est-à-dire que la plupart des travaux concernant l'innervation intramusculaire, puisque c'est de ça qu'il s'agit, viennent actuellement d'Asie du Sud-Est, en premier lieu de Singapour, bien évidemment, mais il y a de nombreux travaux aussi qui tirent leur source du Japon, de Corée du Sud et de Chine. Alors, le travail du professeur Lim se déploie sous le double thème, finalement, de la morphologie musculaire et de la distribution intramusculaire des nerfs. Alors, pour voir des vaisseaux, ça c'est facile, il suffit de les injecter. Mais pour voir des nerfs, c'est beaucoup plus difficile, et vous avez vu citer cette technique-là, que moi personnellement je ne connaissais pas bien, qui est la technique de Siller, qui est une technique très lourde à mettre en œuvre, parce que ce que n'a pas dit le professeur Lim, c'est qu'il faut plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, pour avoir les pièces finales, qui représentent finalement une pièce en 3 dimensions, tout à fait transparente, et on voit le tracé du nerf, ou des nerfs, à l'intérieur du muscle, sous forme de ruban bleuté. Alors, je ne reviens pas sur les diverses étapes, mais il faut savoir qu'il y a 6 colorants et 8 étapes. Donc, c'est un travail très lourd. Et le fait d'avoir examiné 150 muscles prouve l'importance du travail que nous aurions probablement été incapables de mener ici en France. Ah, il a été fait en France, mais
Partiellement. Partiellement. C'est vrai. Alors, si on veut un exemple assez simple, finalement, si on veut un exemple assez simple, si on prend le gros dorsal que tout le monde connaît à peu près, il y a une division vasculaire avec un pédicule intramusculaire médial, un pédicule vasculaire latéral, après la division de l'artère thoraco-brachiale, et à l'intérieur, ces deux axes vasculaires sont accompagnés également d'une division nerveuse. Le problème qui nous occupe ici, c'est quand même la réanimation du membre supérieur et surtout de la main. Et c'est là qu'on fait appel à l'autre thème qui a été développé, c'est-à-dire celui de la morphologie musculaire avec le recensement des muscles bipénés. Alors je crois que la pénation, et ça c'est un terme que j'ai vérifié, dont j'ai vérifié la validité, est un concept clé pour le choix des muscles que l'on peut diviser en deux, en particulier les muscles bipénés, comme le fléchisseur ulnaire du carpe, comme l'extenseur ulnaire du carpe, comme l'extenseur court radial du carpe. Il y en a un troisième, peu importe, un quatrième, eh bien, sont susceptibles d'être divisés en deux, et c'est ce qui crée la notion de compartiment avec laquelle j'ai quelques difficultés, d'ailleurs je vais vous le confier, parce que dans le prolongement du tendon, par exemple de l'extenseur ulnaire du carpe, eh bien, il y a une aponévrose qui divise le muscle en ce qu'il est convenu d'appeler deux compartiments. Et dans ces deux compartiments, en définitive, il y a une division artérielle et une division nerveuse. Donc on a deux unités fonctionnelles. C'est pour ça que moi j'ai une certaine difficulté, encore une fois, à parler de compartiment, qu'il ne faut pas confondre avec la notion de chef musculaire. Encore que quand on parle de la longue portion du triceps, j'ai l'impression, mais je demanderai au professeur Lim, qu'il y a une équivalence entre compartiment neuromusculaire et chef musculaire du triceps, mais il est impossible de parler de compartiment quand on examine par exemple le grand dorsal, puisqu'il n'y a pas de cloison intermusculaire. Donc ce qui est très important finalement, c'est que cette ligne aponévrotique est enfouie à l'intérieur du muscle, comme on peut le voir d'ailleurs sur le muscle solaire, pour ceux qui ont très grande habitude des muscles de la jambe, eh bien on peut prendre le plan de l'aponévrose pour diviser le muscle en deux unités fonctionnelles, parce que le mot compartiment en français fait référence à loge, fait référence beaucoup plus au contenant qu'au contenu, et on ne peut pas dire que ce soit un compartiment en soi, un chef musculaire, enfin, un compartiment neuromusculaire, je reprends. Je préfère parler d'unité neurofonctionnelle, neuromusculaire fonctionnelle. Alors, ce que n'a pas dit non plus le professeur Lim, il a publié en 2004, dans le Journal of Orthopedic Research, un article très intéressant, une expérimentation sur l'animal, où l'équipe a montré que la somme des forces de chacun des deux compartiments neuromusculaires du fléchisseur ulnaire du carpe, qui donc avait été divisée, et bien cette somme, elle est supérieure à la force d'un muscle pris isolément. C'est quand même assez intéressant ça, et je crois qu'il faut le rapporter à la modification de la pénation des fibres musculaires du fait de la section du muscle en deux. Ça, je crois que c'est un point très intéressant de physiologie et de biomécanique musculaire. Alors moi, en conclusion, je verrai 4 applications à cette étude absolument fondamentale. La première, c'est le transfert d'une unité fonctionnelle neuromusculaire dans le cadre de la chirurgie palliative. Et là, il faut savoir quel muscle choisir. Et là, il faut faire référence aussi à l'architecture musculaire dont on n'a pas parlé, c'est-à-dire un muscle qui soit à peu près ajusté à la fonction que l'on veut remplacer, tenir compte de la longueur de la fibre musculaire, tenir compte aussi de la section, dont on sait qu'elle est proportionnelle à la force. Deuxième application, eh bien, ce sont les possibles neurotisations à partir de la branche nerveuse d'un muscle sain pour pouvoir réanimer un muscle paralysé. Et c'est là qu'intervient cette notion très importante que le professeur Lim par laquelle le professeur Lim a terminé son exposé, c'est-à-dire le comptage des axones. Là aussi, il faut avoir un ajustement, finalement, entre le nerf que l'on neurotise et le nerf receveur. Et moi, je me souviens, s'il m'est permis d'évoquer un souvenir, Naracas, un jour, lors d'une discussion, c'était à Maastricht, on avait dit, écoutez, parce que là, vous êtes anatomiste, je ne le suis pas, mais peu importe, vous devriez essayer
d'utiliser le nerf hypoglosse, le grand hypoglosse, pour réanimer la flexion du bras. C'est-à-dire neurotiser le grand hypoglosse sur le musculocutané. Et c'est effectivement ce que j'ai fait, parce qu'il y a beaucoup d'axones moteurs dans le nerf grand hypoglosse, et il y en a beaucoup aussi dans le musculocutané. L'inconvénient de cette opération, c'est que quand on déglutit, quand le patient déglutissait, il avait un mouvement automatique de flexion et de supination. Alors, troisième indication, eh bien, ça permettra vraisemblablement cette cartographie, parce que là, on a fait un véritable atlas de l'innervation intramusculaire, permettra d'affiner vraisemblablement les neurotomies sélectives dans le cadre des spacités organiques. Et puis enfin, eh bien, ça peut aussi permettre un meilleur ciblage des injections de Botox dans le cadre des spasticités, qu'elles soient organiques ou psychogènes. Je vous remercie de votre attention. Merci Alain. Qui peut intervenir sur cette brillante présentation? Alain Gilbert d'abord, et monsieur après. Un micro. C'est effectivement un travail intéressant, bien que je n'ai pas tout compris. Moi, je voudrais intervenir un peu sur le commentaire d'Alain Mascolier. Parce que, effectivement, dans les indications potentielles, tu parles d'un certain nombre de choses. La neurotisation d'un nerf musculaire par un autre, c'est quelque chose, bien sûr, que nous connaissons et qui fonctionne très bien. Là où j'ai un doute, c'est sur cette séparation musculaire. Il y a par exemple une technique que vous avez montrée qui est le chef latéral, par exemple, du triceps, qui est séparé, qui est utilisé pour la flexion du cou. Donc on a là deux muscles qui ne sont pas synergiques. Donc ça veut dire que comment va se faire la commande de ces muscles que l'on sépare? Parce que c'est très joli d'avoir deux unités musculaires. Mais arrive-t-on dans le cerveau à séparer ces unités musculaires? Et c'est là la question, je trouve, principale par rapport à ce travail. Pour le triceps, je crois que c'est le transfert divisé qui marche le mieux. Et pour les autres, il faut beaucoup de rééducation. Et ce n'est pas tous les patients qui parviennent à avoir vraiment une séparation extrêmement dépendante. Mais pour le triceps, si vous étendez votre coude comme ça, vous verrez que le chef latéral et le chef médial du triceps sont contractés. Mais le chef long du triceps est moins contracté puisque votre bras est en abduction. Donc déjà, physiologiquement, il y a un relâchement où il y a une contraction qui n'est pas la même dans tout le triceps. J'ai un triceps relâché ici, et puis les deux autres chefs sont contractés. Et donc, alors ça marche bien. Donc vous pensez que la commande est possible, par exemple quand vous divisez le flexeur carpi ulnaris, vous pensez que vous arrivez à faire deux fonctions avec un seul muscle et à les contrôler? Oui. Est-ce que vous utilisez l'échographie actuelle pour retrouver in vivo ce que vous nous avez montré anatomiquement chez le cadavre? Échographie pour décider quoi? Pour retrouver la morphologie des muscles, pour retrouver la variation, pour retrouver le trajet intramusculaire des différents nerfs. C'est une très bonne idée. C'est possible. Oui, c'est possible. De la présence d'un Charles Masquelet qui lui a fait beaucoup de travaux sur la vascularisation et pour les jeunes initiés et avant qu'on arrive à l'ère de la microscopie, on parlait du pédicule vasculo-nerveux. Je voudrais juste te poser une question très précise. Est-ce que dans les transferts, les descriptions que tu as fait, notamment sur certaines choses concernant la vascularisation, parce qu'on va déclasser complètement, est-ce que les vascularisations sont toujours les mêmes? On aura des problèmes vasculaires associés à des problèmes neurologiques? Ou c'est pas encore le travail ici, parce que si on prend un muscle et qu'on transfère sur un nouveau nerf, un muscle, il faut aussi que les vaisseaux suivent. Oui, bien sûr. Donc ma question, elle va à vous deux en fait. Est-ce qu'on a toujours un parallélisme vasculo-nerveux? Oui, parce que c'est la même origine embryologique. Mais je vais répondre à Alain Gilbert tout à l'heure, tout à fait judicieux ta remarque. Si on prend l'exemple, d'après ce que j'ai compris du travail du professeur Lim,
parce que je n'ai pas une expérience personnelle. Si on prend l'exemple du fléchisseur lumière du Cap, qui a donc 2 compartiments neuromusculaires, c'est un muscle bipéné. Et le compartiment le plus latéral, quand il agit en flexion du poignet, l'autre portion musculaire n'agit pas en même temps. Ce n'est pas la même fonction, c'est une fonction de stabilisation. Et on peut penser qu'à partir du moment où on divise le muscle en 2, pas complètement d'ailleurs, vous l'avez vu sur la photo, hein, le tiers proximal reste intact, mais qu'on donne 2 cibles différentes avec 2 tendons récepteurs pour 2 fonctions différentes, et bien à ce moment-là, il y a une libération. Enfin, c'est spéculatif, hein. Il me semble qu'il peut y avoir une libération des 2 chaînes. Alors il manque une étude Probablement, oui. du cerveau. Oui, absolument, tu as tout à fait raison. Mais c'est quand même un travail extraordinaire, ça, qui est difficile à suivre, hein, je le conçois. Il y a mis un certain temps à... Merci infiniment pour vos commentaires.